Crime contre l'humanité. C'est la plainte qui a été déposée l'été dernier par une association de familles de harkis. Une plainte pour dénoncer l'abandon et les massacres, une plainte pour incriminer l'oubli, une plainte pour mettre en cause le mépris et la trahison. Il s'agit sans doute de l'une des pages les plus noires, les plus honteuses de notre histoire. Alors que le 40e anniversaire de la fin de la guerre d'Algérie va être célébré, il m'a semblé important de demander à M. X de revenir sur ces événements tragiques de l'année 1962 afin d'essayer de comprendre, sinon de justifier. Et tout au long de notre entretien, j'avais à l'esprit ce récit du commandant Élie de Saint-Marc. Je me souviens de certains villageois accourus je ne sais comment et qui essayaient de s'accrocher au camion. Je m'en souviendrai toute ma vie. Les crosses des fusils contre les mains qui s'agrippent. Ce sont des scènes qui resteront à jamais gravées dans la mémoire de ceux qui les ont vécues. Des hommes, des femmes, des enfants qui s'accrochent désespérément au camion surchargé et qui, rejetés, tombent en pleurant dans la poussière de la route. Des fidèles entre les fidèles qui tentent de suivre les colonnes en retraite et qui s'effondrent, épuisés, sans secours. Faut-il décrire ce qui se passa dans les villages à qui nous avions offert notre protection, qu'ils l'avaient accepté et que nous abandonnions? Faut-il raconter les hameaux rasés, incendiés? Faut-il dire les massacres, les assassinats? C'était en 1949, au nord de l'Indochine. L'armée française se repliait en abandonnant ceux qu'elle avait enrôlés et promis de protéger. 13 ans plus tard, les mêmes scènes se reproduiront en Algérie, comme si on n'avait rien appris, rien retenu. Et ce sont des milliers, peut-être même des dizaines de milliers de harkis qui seront sacrifiés. Les guerres coloniales sont toujours de sales guerres. Enfin, je veux dire qu'elles sont inévitablement accompagnées d'atrocités de toutes sortes. Enfin, il y a pire, car l'enjeu, c'est naturellement la population autochtone. Une population qu'il faut endoctriner dans un sens ou un autre et qui finit bien sûr par être la principale victime d'un conflit qui débouche trop souvent sur une guerre civile dès que l'ex-colonisateur a tourné les talons. Oui, c'est le colonisateur qui crée les conditions de cette guerre civile. Bien entendu, c'est ce qui s'est passé en Algérie. En recrutant des supplétifs nord-africains, l'armée française a provoqué la guerre civile qui a éclaté après l'indépendance. Vous dites l'armée, mais l'armée a quand même agi sous l'autorité du pouvoir politique, non? C'est certain. Et d'ailleurs, l'engagement de ces supplétifs a obéi à des raisons plus politiques que militaires. Il s'agissait de mettre en place une faction pro-française. C'est-à-dire un parti opposé au FLN. C'est ça, oui. Enfin, c'était grave. Parce que dans le même temps, on compromettait à jamais tous ces gens. On en faisait des collabos? J'aime pas beaucoup ce mot, mais enfin, c'est vrai qu'il a été utilisé par les dirigeants politiques du FLN. Donc ce mot vous gêne? Oui, je ne veux pas polémiquer, mais la comparaison avec ce qui s'est passé chez nous pendant la Deuxième Guerre mondiale me paraît excessive. Nos collabos à nous se sont mis au service d'un envahisseur. L'Algérie, c'était différent. Elle était composée de départements français, faut pas l'oublier. L'Algérie, c'était la France, quoi, pas une colonie. Et d'illustres hommes politiques qu'on ne peut pas soupçonner de colonialisme. Je pense par exemple à Pierre Mendès France, ont longtemps affirmé haut et fort. Ça signifie que certains harkis, en rejoignant l'armée, ont simplement eu l'intention de servir sous le drapeau légal, comme leur père ou leur grand-père l'avaient fait avant eux, pendant les guerres de 14-18 ou 39-45. Oui, mais attendez, là, d'autres ont été enrôlés de force, on peut pas l'oublier quand même. On peut pas le nier, mais il y a eu tellement de cas de figure. On a vu dans certaines familles un fils choisir le FLN et un autre l'armée française. Et puis il faut tenir compte de la misère de la paysannerie algérienne. C'est-à-dire que devenir harki, c'était la certitude d'avoir une solde. Une solde et un fusil. Très important le fusil. Enfin, beaucoup de harkis n'ont pas choisi. Les notables, les caïds ont choisi à leur place leur engagement dans un camp ou un autre. J'ajoute que tout le monde s'est servi d'eux. C'est-à-dire? L'armée française avait besoin des harkis pour montrer que la population indigène était loyale. Quant au FLN, l'existence de collabos, selon le mot de Benjamin Stora, un des meilleurs connaisseurs de la question, était un moyen de légitimer leur conception de la nation algérienne. Vous affirmez donc que c'est surtout pour des raisons politiques qu'on a recruté ces supplétifs? Absolument. Mais pourtant, lorsqu'ils ont été engagés contre les rebelles du FLN, ils ont quand même rendu des services. C'est exact. Dans certaines unités, comme le commando Georges, ils ont été redoutablement efficaces. Mais ailleurs, les officiers français se sont méfiés d'eux, parce qu'on les soupçonnait de jouer un double jeu. C'est-à-dire un pied dans chaque camp. Oui. Au fait,
c'est pas très important, mais enfin, harki, qu'est-ce que ça veut dire? Ça signifie troupe en mouvement. Troupe en mouvement. Et combien étaient-ils? Il faut d'abord préciser qu'il existait des situations fort différentes, même si on a pris l'habitude de désigner par harki tous les Nord-Africains qui ont eu des liens avec l'armée française. Les vrais harkis, si je puis parler ainsi, étaient des supplétifs regroupés au sein d'une harka. Ils ont été recrutés à partir de 1956 et étaient utilisés comme force d'appoint ou constitués en commando. Mais est-ce que c'était pour autant des soldats français? Non, c'était des contractuels. Et leurs contrats étaient renouvelés mois après mois. Oui, mais il existait quand même des soldats nord-africains dans l'armée. Bien sûr, des appelés, des engagés. 50 000 à peu près. Ouais. Et les harkis, alors combien? Un peu plus de 40 000. Mais à côté, il y avait les mochasnés, c'est-à-dire des gens qui étaient affectés dans les SAS, les sections administratives spécialisées. Des structures commandées par un officier français chargé de maintenir l'ordre, mais aussi d'effectuer des tâches sociales. Et il existait encore des groupes mobiles de sécurité et des groupes d'autodéfense auxquels était dévolue la défense de certains douars. Donc, ce sont tout cela, qu'on a appelé harkis. C'est ça, oui. Et il faudra ajouter les élus et les fonctionnaires nord-africains. En tout, cela représente à peu près 200 000 personnes. Il faut rapprocher ce chiffre de celui des combattants du FLN, les Junud. On estime qu'avant le cessez-le-feu, il n'était plus que 50 000. C'est bien moins nombreux que les harkis. Oui, ouais. J'ajoute que si les harkis sont 200 000, cela signifie qu'1 million de personnes sont concernées. Les familles, j'imagine. Bien sûr. Ça, ouais. Par conséquent, une population aussi nombreuse que celle des Pieds Noirs. Et à partir de quand commence-t-on à se préoccuper de l'avenir de tous ces harkis? Tardivement. Le général de Gaulle, vous le savez bien, a compris dès 1959 qu'un jour viendrait, inéluctablement, il faudrait négocier avec les rebelles et finalement donner son indépendance à l'Algérie. Et pourtant, 59 et 60, on continue à recruter des harkis. Ça veut donc dire que, malgré la conviction du général, on continue à faire la guerre comme si de rien n'était. Évidemment. Ouais. D'ailleurs, de Gaulle se garde bien de dire ce qu'il pense. Pour lui, il est important que les combats se poursuivent sur le terrain, car il veut se trouver en position de force lorsqu'il sera amené à négocier avec les Algériens. Et ce sera le cas, puisque l'armée aura pratiquement gagné la bataille contre la rébellion lorsque s'ouvriront les négociations. Ouais, le plan Châle, c'est ça. Ouais. De Gaulle veut donc en finir. On a par exemple rapporté qu'au cours d'un conseil des ministres qui s'est tenu en mai 1961... Ça, c'est après le putsch. C'est ça. Donc ce jour-là, le général laisse éclater son exaspération. Que le diable emporte l'Algérie si l'Algérie ne veut pas rester avec la France. Ça, c'est en effet très clair. Mais si je comprends bien, à Paris, on pense à la paix. Toutefois, on n'en avertit pas les militaires qui se battent sur le terrain. C'est exactement ça. Il ne faut pas démoraliser les généraux, et la thèse officielle demeure le maintien de la France en Algérie. Notez, au passage, qu'en agissant ainsi, on abuse aussi les Pieds Noirs. Et les harkis. Bien entendu, des harkis qui gardent confiance en la France et n'imaginent pas un instant qu'on les abandonnera à leur sort. Pourtant, c'est évident. Ils ont tout à craindre d'une Algérie où le FLN régnerait en maître. Mais certains d'entre eux, ne prennent-ils pas conscience du danger, parce que dès 1961, on commence à parler de négociations secrètes engagées avec les indépendantistes. Eh bien non, dans leur grande majorité, les harkis demeurent fidèles. Ouais. Alors je vous repose la question. Du côté français, on n'est pas préoccupé par leur sort. Pas vraiment, non, c'est malheureusement la vérité. Et lorsqu'on commence sérieusement à y penser vers la fin de 1961, ce n'est pas du tout dans le sens que vous pouvez imaginer. Expliquez-moi alors. Ce qui inquiète, c'est que ces hommes fuyant une Algérie indépendante ne débarquent chez nous avec femmes et enfants. Dans les cercles du pouvoir, on estime que ce serait une trop lourde charge financière pour la communauté nationale. C'est parfaitement cynique, non? Parce qu'après tout, c'est la France qui est allée chercher ces supplétifs. Ça, je suis d'accord avec vous. Alors, sans doute, pour se donner bonne conscience, on invoque discrètement, bien sûr, le faible niveau d'instruction de ces paysans, leur manque de formation, ou encore le fait que nous accueillons déjà 90 000 travailleurs immigrés par an. Enfin bref, vous l'avez compris. Ce qui arrangerait bien les choses, c'est que ces pauvres bougres retournent dans leur douar dès leur démobilisation. Dupris ou aveuglement du pouvoir de l'époque, ou bien les deux. Pourtant, des officiers avaient déjà compris, tel Georges Buys, compagnon de la Libération et commandant de secteur entre 1959 et 1961. Dans un livre d'entretien avec Jean Lacouture, Les fanfares perdues, publié au Seuil en 1975, il raconte: une des raisons de mon désaccord avec ma hiérarchie en 59-60 porte sur l'opportunité du recrutement des harkis. Cela m'a valu, un peu plus tard, quelques déboires de carrière. Je me souviens d'une vive altercation avec le général commandant la région militaire dont je dépendais et devant lequel je soutenais que parmi tous ces harkis que nous levions à tour de bras, il en était que nous condamnions par avance. Propos tout à fait
iconoclaste, car il contredisait la thèse officielle selon laquelle, d'une part, nous ne quitterions jamais l'Algérie, et d'autre part, que les harkis faisaient partie de l'armée française qu'ils servaient, ce qui était administrativement faux. D'autres officiers sont tout aussi lucides. Ainsi, l'officier SAS François-Xavier de Vivy, cité par l'historienne Michel Cantet dans son livre « De Gaulle et l'Algérie française ». Le premier jour du putsch d'avril 1961, j'ai réuni mes 50 Moghaznis et je leur ai dit que c'était la dernière chance, que s'il échouait, l'Algérie serait indépendante et que nous partirions. Je leur ai laissé entendre que je ne me sentais pas le droit de les empêcher de déserter. Cela leur eût été facile, il leur suffisait de passer la frontière tunisienne dont nous étions voisins. Mais ils imaginaient si peu qu'on puisse les laisser tomber que je n'ai eu que 2 désertions, et cela en mars 1962. Vous êtes excessivement sévère avec les autorités françaises. C'est parce qu'elles le méritent. La vérité est que nous ne voulions pas accueillir 1 million de musulmans sur notre sol. Et à Paris, au fond, on éprouvait une sorte de mépris pour ces types qui avaient combattu pour nous contre les leurs. À l'image du collabo. Certainement. Un mépris, je le dis tout de suite, qui n'était absolument pas partagé par les officiers qui avaient commandé ces hommes. Et certains, nous le verrons par la suite, enfreindront même les ordres pour sauver leur harki, mais enfin, n'allons pas trop vite. Mais d'accord. À votre connaissance, là, est-ce que ce mépris pour les harkis était aussi partagé au plus haut niveau de l'État? Chez le général de Gaulle, vous voulez dire? Oui. Non, certainement pas du mépris, non. Mais la conviction que tous ces hommes s'étaient fourvoyés, oui. Ouais. C'est-à-dire qu'ils avaient pris le chemin de l'histoire dans le mauvais sens. Oui, c'est à peu près ça. Ouais. Donc il est clair que le gouvernement français ne fera rien pour accueillir les harkis. Pas grand-chose, en tout cas. Et le général de Gaulle, pour revenir à lui, a eu un mot terrible lors d'une réunion du comité des affaires algériennes. Il a dit en substance que les harkis étaient un magma qui n'avait servi à rien et dont il convenait par conséquent de se débarrasser au plus vite. Si c'était pas du mépris, ça. Peut-être, toutefois. Pour ne pas tout à fait noircir le tableau, faut nuancer un petit peu. Les autorités françaises faisaient apparemment confiance au GPRA, le gouvernement provisoire de la République algérienne. Or, les négociateurs avaient promis de ne pas exercer de représailles contre les harkis. Cela, je crois, a même été écrit dans les accords d'Évian. C'est juste. Et les Français considéraient que ça aurait été faire offense au FLN que de mettre en doute sa loyauté. Curieuse confiance, quand même. Et qui n'était pas partagée par tout le monde, même au gouvernement. Mesmer, par exemple, le ministre des Armées, ne se faisait pas d'illusions. Il prévoyait la tragédie. Oui, mais ça ne l'empêchera pas d'appliquer strictement les ordres du général. Par contre, le principal négociateur des accords d'Évian, Louis Jox, croyait ou feignait de croire que le FLN respecterait les accords qu'il avait signés. Oui, mais enfin, les autorités françaises ne pouvaient tout de même pas être aussi naïves. Enfin, après tout, les excès de l'épuration à la libération étaient encore dans toutes les mémoires, non? Les femmes tondues et les exécutions sommaires. Et puis les vengeances aveugles des résistants de la dernière heure. Oui, vous avez raison, et on assistera au même phénomène en Algérie. À une autre échelle, malheureusement. Dès le cessez-le-feu du 19 mars, on verra surgir spontanément des militants FLN dont on n'avait jamais constaté auparavant l'ardeur nationaliste. Et ce sont souvent ceux-là, les martiens, comme on les a appelés, qui commettront les pires horreurs. Martiens, à cause du 19 mars, c'est ça? Exactement, oui. En somme, donc, tous ces gens-là vont faire du zèle pour faire oublier qu'ils n'ont pas combattu. Bien entendu, il y avait aussi du côté français l'idée assez cynique que les harkis étant tellement nombreux, les vainqueurs ne pourraient pas s'en prendre à tout le monde. Bref, on pensait que la majorité d'entre eux passerait à travers les mailles du filet. C'est ça, oui. Et ça veut dire aussi qu'on acceptait d'emblée que certains soient sacrifiés. Oui, c'est la vérité. J'ai du mal à croire qu'on a froidement abandonné tous ces hommes. Et toutes ces familles. Alors une fois encore, nuançons un tout petit peu. Le gouvernement français avait prévu que certains harkis, Mohakhni, pourraient s'engager dans l'armée française. Combien? Quelques milliers, pas plus. Moins d'un homme sur 10. Et seulement des célibataires. Il y avait toujours cette peur de l'invasion. Oui, on ne veut pas que des familles entières viennent s'installer chez nous. Oui, mais les autres alors? Seuls ceux dont on estimera que la vie pourrait être menacée recevront l'autorisation de venir en France. En nombre limité, bien sûr. Quant à tous les autres, après avoir été provisoirement regroupés et désarmés, ils seront démobilisés avec une prime de licenciement. Et relâchés dans la nature, si je puis dire. Oui, ils sont fermement encouragés à regagner leur village. Mais, enfin, ces harkis n'ont-ils pas conscience, des dangers qu'ils risquent de courir? Pour tout dire, ces malheureux sont complètement désemparés. La plupart ont plus ou moins confiance dans ce qu'on leur a dit. Ils croient ou ils essaient de croire à cette promesse d'amnistie et de non-représailles. D'autant que ce sont leurs chefs, les officiers français, qui les ont commandés, qui relaient ces promesses et qui leur affirment que
dès la paix revenue, la France et la Nouvelle-Algérie auront à cœur d'effacer tous les stigmates de la guerre. Ouais, c'est en quelque sorte la garantie de la France qui leur est offerte. Or, d'après les accords d'Évian, il est prévu que l'armée française demeure encore quelque temps en Algérie après le référendum sur l'indépendance. D'accord, mais pendant combien de temps? 3 ans, je crois. Ouais. Les harkis peuvent donc penser que s'ils sont menacés, l'armée les protégera. Oui, c'est si vrai que dans certaines arcasses où les supplétifs auront le choix entre souscrire un engagement dans l'armée française ou retourner à la vie civile, ils se prononceront dans leur majorité pour la démobilisation. Ouais. Les autorités ont donc été plutôt convaincantes. Incontestablement. Toutefois, s'ils sont satisfaits de rentrer chez eux et de retrouver leur famille, les harkis ne savent pas vraiment ce qui les attend dans leur village. Et puis, ce qui les inquiète, c'est le fait qu'on les a désarmés, et quelquefois par surprise. Surprise, c'est-à-dire? Bon, on sait très bien que les harkis sont fiers de posséder une arme, ne serait-ce qu'un vieux fusil de chasse. Vous l'avez dit tout à l'heure. Oui. C'est une question de prestige, d'honneur. Par conséquent, ils ne vont pas s'en débarrasser facilement. Alors, il faut ruser. Dans certains cas, on a ramassé les pétoires en prétendant qu'on allait les remplacer par des armes neuves. Et ça a marché, ça? Oui. Je vous l'ai dit, ces hommes frustres étaient déboussolés. On pouvait les abuser aisément. Ouais, c'est pas très glorieux. Non, c'est le moins qu'on puisse dire. Et de quand date cette politique de désarmement, là? Si mes souvenirs sont bons, les accords préliminaires entre Français et Algériens doivent être conclus à la fin du mois de février 1962. Ouais, le cessez-le-feu intervient le 19 mars. Oui, dans la foulée de la signature des accords d'Évian. Mais c'est aussitôt après les accords préliminaires des Rousses, en février, que le gouvernement français prend des décisions concernant les harkis. Lesquelles? Le désarmement et le licenciement des forces supplétives, mais aussi le regroupement des harkis qui s'estimaient menacés. Seuls ou avec leur famille? Avec leur famille. Ouais. Et ça représentait combien de monde, ça? À peu près 5000 personnes. C'était très peu, non? Puisque vous m'avez dit que près d'1 million d'Algériens étaient globalement concernés. C'est vrai, mais c'est une nouvelle preuve de la confiance des harkis en la France. Ils croyaient sincèrement qu'ils bénéficieraient de notre protection. Et surtout que le FLN respecterait sa parole. Naturellement, et pourtant, rapidement, on sait que ça se passera de mal. Il y a des signes... Oh, plus que des signes, des crimes. C'est-à-dire des harkis assassinés par des membres du FLN, c'est ça? Ou des ralliés de la dernière heure. Ouais, les martyrs. Ouais. Mais est-ce que ces crimes sont connus tout de suite des autorités françaises? Parfaitement. Un haut fonctionnaire français envoie même une lettre à Alexandre Parodi, vice-président du Conseil d'État, pour dénoncer ces exactions. Mais attendez, à cette époque-là, c'est-à-dire avant le référendum d'indépendance, l'armée française est encore bien présente en Algérie, donc elle aurait pu intervenir, enfin prévenir ces crimes. Non, elle n'en a pas la possibilité. Ordre lui a été donné par le gouvernement de ne pas sortir de ces quartiers. Alors, on laisse massacrer. Oui, c'est à peu près ça. Les ordres sont les ordres. Et c'est là que certains officiers courageux vont prendre des initiatives visant à protéger les harkis qui ont servi à leur côté. Ça veut dire qu'ils vont désobéir. Oui, et c'est tout à leur honneur. Des massacres, oui. Tout de suite après l'intervention du cessez-le-feu. Et avant même l'indépendance. Pourtant, les accords d'Évian stipulaient ceci. Je cite le texte officiel. Nul ne peut être inquiété, recherché, poursuivi, condamné, ni faire l'objet de décisions pénales, de sanctions disciplinaires ou de discrimination quelconque, en raison d'actes commis en relation avec les événements politiques survenus en Algérie avant le jour de la proclamation du cessez-le-feu. Nul ne peut être inquiété, recherché, poursuivi, condamné, ni faire l'objet de décisions pénales, de sanctions disciplinaires ou de discrimination quelconque, en raison de paroles ou d'opinions en relation avec les événements politiques survenus en Algérie avant le jour du scrutin d'autodétermination. Autre chose, le désarmement par surprise des harkis dont a parlé M. X. J'ai trouvé ce récit dans le livre d'Abdelaziz Meliani, Le drame des harkis. Un camion vient de s'arrêter à hauteur des écuries. C'est un Dodge encadré par 2 pelotons de scout-cars, mitrailleuses en batterie, bandes déployées. L'adjudant venu désarmer la Harka monte sur le capot de sa Jeep et montre, à bout de bras, l'ordre reçu. Il le lit et le commande. Je suis venu pour vous parler, pour vous expliquer. Je vous demande toute votre attention. Tandis que l'adjudant Péror, fixant l'attention de la Harka, on fonce dans les chambrées vers les râteliers d'armes. Un harki malade est resté couché. On le maîtrise et on le bâillonne. Un coup de klaxon au loin donne le signal. Le Dodge annonce que tout s'est bien déroulé et que les armes sont effectivement embarquées. Alors, l'adjudant se tait, descend de sa Jeep, tourne un peu la tête, regarde derrière lui à plusieurs reprises, puis annonce à voix basse « Maintenant, c'est fini. La guerre est finie pour vous. Vous êtes désarmés et vous êtes libres. »
Qui sont ces officiers-là qui vont enfreindre les ordres? La plupart sont des officiers des SAS, les sections administratives spécialisées. Pourquoi? Parce qu'ils ont vécu très près des populations autochtones. Près du terrain. Oui, ils étaient bien placés pour savoir que leurs hommes seraient tôt ou tard des victimes, tant cette guerre, qu'on ne voulait d'ailleurs pas considérer comme telle, avait accumulé de rancœur et de haine. C'était pour eux un vrai cas de conscience, car ils se sentaient responsables de ces harkis ou de ces mratsni qu'ils avaient souvent eux-mêmes engagés. Mais alors, comment vont-ils procéder? Le seul salut pour ces harkis, ça consistait à franchir la Méditerranée. Alors ces officiers, dont certains vont d'ailleurs démissionner de l'armée pour agir plus librement, organisent de vraies filières afin de permettre à leurs hommes d'embarquer vers la France. De véritables réseaux d'évasion. Il faut trouver des complicités. Bien sûr. Des officiers de marine leur trouvent des places sur les bateaux militaires ou civils, mais ce n'est pas tout. Parce qu'il faut aussi prévoir l'hébergement en métropole et éviter que ces harkis ne se fassent prendre, parce que ça signifie pour eux le refoulement automatique vers l'Algérie. C'est donc un véritable réseau de solidarité qui s'est créé sur le territoire métropolitain. Est-ce que ces évasions, appelons-les comme ça, ont été nombreuses? Non, bien sûr. Une goutte d'eau dans la mer. Mais grâce à ces officiers courageux, souvent désappelés ou rappelés, des vies ont été sauvées, et c'est l'essentiel. J'ajoute que ces militaires, en tout cas ceux qui n'avaient pas démissionné de l'armée, ont fait l'objet d'enquêtes et parfois de sanctions pour avoir désobéi aux ordres. J'imagine que c'est surtout après l'indépendance, en juillet, que les harkis demeurés en Algérie vont être persécutés. Oui, c'est vers la fin juillet que les nouvelles autorités algériennes vont s'attaquer systématiquement aux anciens supplétifs. C'est alors le temps des tortures, des massacres. La population s'en mêle et c'est l'horreur. Et là encore, l'armée française, toujours en place, n'intervient pas. Non, on le lui interdit. Et pourtant, certaines de ces tueries, toujours précédées de tortures, se passent parfois près des casernes où sont confinées nos troupes. Ils auraient quand même pu au moins protéger ces malheureux en les accueillant. Non, pour Paris, il n'était pas question de faire une deuxième guerre d'Algérie, car si nos soldats étaient intervenus, il y aurait forcément eu affrontement avec l'ALN, l'armée de libération nationale. Se laver les mains un peu facilement. Sans doute. Mais l'Algérie était indépendante et les tueurs avaient les mains libres. Et à votre avis, combien de harkis ont-ils été ainsi massacrés? Il est impossible de donner un chiffre fiable. Mais les historiens estiment généralement qu'il faut compter en dizaines de milliers. Il faut ajouter à ce sinistre bilan le nombre de harkis qui sont emprisonnés pour de longues années. Et comment alors vous expliquez-vous ce déchaînement de violence? Tous les Algériens n'avaient pas été des héros, loin de là. En suppliciant ou en tuant les harkis, ceux qui n'avaient pas combattu ou qui avaient appartenu à l'armée de l'extérieur se donnaient à bon compte un brevet de patriotisme. C'est la seule explication. Mais je suis persuadé que les Algériens le paient encore. Ils ont ouvert la boîte de Pandore de l'horreur. Et en Algérie, les massacres se poursuivent aujourd'hui. Oui, malheureusement, oui. Est-ce que les autorités françaises ont réellement pris la mesure de l'ampleur de ces tueries? Elles ne pouvaient pas l'ignorer. Je me souviens d'un rapport très précis envoyé par un sous-préfet qui a fait la comptabilité des morts dans son arrondissement. C'est terrifiant. C'est d'ailleurs en extrapolant à partir de ces chiffres qu'on a pu estimer que le nombre des morts se comptait en dizaines de milliers. J'ajoute que les militaires français, toujours en poste aussi, ont fait état des tueries. Mais sans intervenir militairement, la France ne pouvait-elle pas exercer des pressions sur les autorités algériennes? Paris l'a fait. Le gouvernement français a menacé Alger de remettre en cause les clauses financières qui avaient été négociées entre nos deux pays. Mais ça n'a pas servi à grand-chose. Puis il y avait plus important que les harkis. Que voulez-vous dire là? Un petit peu de patience, si vous voulez bien. Il faut aussi dire qu'en France, ni l'opinion publique, ni la presse ne se sont émus. Les harkis ont été tués en silence. Pourtant, il me semble que des intellectuels ont dénoncé ces massacres quand même. Surtout, un intellectuel de gauche, Pierre Vidal-Naquet. Et puis un homme qui n'avait cessé de dénoncer la torture en Algérie. Et de protester contre la continuation de la guerre colonialiste, oui. Eh bien, Vidal-Naquet a eu le courage de défendre les harkis à une époque où la gauche les traitait encore de collabos. Mais à l'automne 62, il était trop tard. Les harkis avaient déjà été massacrés. C'était avant le cessez-le-feu qu'il aurait fallu se préoccuper de leur sort. Mais fondamentalement, pourquoi ne pas avoir accueilli plus de harkis et plutôt... Alors c'est pour ne pas être envahi par des centaines de milliers de musulmans, avez-vous dit, c'est ça? Oui, mais ce n'était pas forcément un réflexe raciste. Le gouvernement, et avec lui le général de Gaulle, considérait que ces harkis, malgré l'aide qu'ils nous avaient apportée, n'étaient pas des citoyens français. Par conséquent, ils devaient rester dans leur pays. Et au risque d'être tués. Et oui, et en aucune façon, ils ne pouvaient être considérés comme des rapatriés. Comme les pieds noirs qui, eux, avaient droit au retour. On considérait en effet qu'eux
ils retrouvaient la terre de leurs ancêtres. Et d'ailleurs, ce rapatriement des pieds noirs a joué un rôle funeste dans le sort qui a été réservé aux Harkis. Expliquez-moi pourquoi. La France devait accueillir 1 million de rapatriés d'origine européenne. C'était énorme. Il fallait leur trouver des logements, du travail, leur accorder des aides de toute urgence. Alors, il n'était pas question de donner refuge à un autre million, mais cette fois-ci de Nord-Africains musulmans. C'est bien ce que vous voulez dire. Bien sûr. Et remarquez bien que les Harkis que nous avons quand même recueillis ont été parqués dans des camps dont ils sont sortis il n'y a pas si longtemps. C'est toute une génération qui a été sacrifiée, humiliée. Une génération de citoyens de seconde zone dont les enfants et les petits-enfants souffrent encore. Car ils ont été méprisés par les leurs, qui les considéraient comme des traîtres. Et par les Français pour qui ils n'étaient au fond que des Arabes. À l'époque, en 1962, à part un Vidal-Naquet, c'était surtout la droite Algérie française qui a pris leur parti. Oui, et ça s'est là aussi retourné contre eux. Pourquoi ? Parce que Paris craignait que parmi les Harkis ne se glissent des éléments subversifs. Des éléments de l'OAS ? Ou des gens qui auraient pu être recrutés par l'OAS sur notre sol. Voilà aussi pourquoi on a abandonné les Harkis. J'ajoute qu'il s'est trouvé de bonnes âmes, dont un ministre du général de Gaulle, pour justifier ce qui apparaissait peu ou prou comme une politique raciste, en disant justement qu'il ne fallait pas accueillir les Harkis au nom de l'antiracisme. Expliquez-moi, parce que je comprends pas. Mais si, pour cela, l'arrivée massive de musulmans aurait suscité des réactions racistes en France. En conséquence, il valait mieux qu'ils se fassent égorger en Algérie. Exactement. Ce ministre a même écrit, je m'en souviens parce que cette phrase m'a soulevé le cœur, « Voulant être humain, on serait inhumain. » Ça ne s'invente pas. Effectivement. Et tout à l'heure, vous m'avez laissé entendre qu'entre la nouvelle Algérie et la France, il y avait quelque chose de plus important que les Harkis. Bien sûr. Vous savez très bien que les accords d'Évian prévoyaient que la France continuerait à bénéficier de certaines facilités militaires en Algérie. Oui, Colomb-Béchard. Entre autres, oui. Et aussi l'utilisation de la base de Mers-el-Kébir. Mais un accord secret prévoyait également que nous garderions une autre base dans le nord du Sahara. Une très grande base où nous avons pu pendant de longues années expérimenter des armes interdites à l'air libre. Quoi par exemple ? Des armes chimiques. Ce type d'armes que nous ne pouvions pas expérimenter sur notre sol, mais seulement dans l'immensité du désert. Alors devant un tel enjeu, le sort des Harkis pesait vraiment très peu et ne méritait en tout cas nullement qu'on se fâche avec les dirigeants de la Nouvelle-Algérie. Volontairement abandonner les Harkis, je pense que la démonstration de M. X le prouve et n'autorise pas la controverse. Et elle est confirmée par un document plutôt accablant. Il est daté du 16 mai 1962. C'est une directive adressée par Louis Jox, le ministre d'État chargé des questions algériennes, à Christian Fouché, haut commissaire en Algérie. Je cite: « Les nouvelles qui me parviennent sur les rapatriements prématurés de supplétifs indiquent l'existence de véritables réseaux tissés sur l'Algérie et la métropole et dont la partie algérienne a souvent pour origine un chef SAS. Je vous renvoie au fur et à mesure la documentation que je reçois à ce sujet. Vous voudrez bien faire rechercher, tant dans l'armée que dans l'administration, les promoteurs et les complices de ces entreprises et faire prendre les sanctions appropriées. Les supplétifs débarqués en métropole, en dehors du plan général de rapatriement, seront, en principe, renvoyés en Algérie, où ils devront rejoindre, avant qu'ils soient statués sur leur destination définitive, le personnel déjà regroupé selon les directives des 7 et 11 avril. Je n'ignore pas que ce renvoi peut être interprété par les propagandistes de la sédition comme un refus d'assurer l'avenir de ceux qui nous sont demeurés fidèles. Il conviendra donc d'éviter de donner la moindre publicité à cette mesure, mais ce qu'il faut surtout obtenir, c'est que le gouvernement ne soit plus amené à prendre une telle décision. Il me faut enfin signaler la récente parution de nombreux livres sur la guerre d'Algérie, L'ennemi intime de Patrick Rothman et Les désarrois d'un officier en Algérie de Pierre-Alban Thomas, tous deux édités au Seuil, Harkis, Crime d'État de Boussad Azni chez Ramsay, Pour comprendre la guerre d'Algérie de Jacques Duquesne chez Perrin, Appelé en Algérie de Claire Moscopo aux éditions Pluriel, La torture et l'armée pendant la guerre d'Algérie de Raphaël Branche chez Gallimard, Le drame des Harkis de Abdelaziz Meliani chez Perrin. Enfin, il faudrait aussi citer les nombreux ouvrages de l'historien Benjamin Stora, autant de titres dont vous pourrez trouver les références sur notre site ou en nous écrivant. Références sur notre site ou en nous écrivant. Références sur notre site ou en nous écrivant. Références sur notre site ou en nous écrivant.